Bonjour tout le monde. Donc, on est de retour pour un nouvel épisode. On est avec Catherine Fournier qui va nous parler de son expérience à être mairesse de Longueuil, de les valeurs qui lui tiennent à cœur et tout ça. Donc, on en discute. Fait que peut-être qu'on pourrait commencer avec une petite présentation de qui tu es, puis peut-être de A à Z ton parcours, peut-être. Oui, je vais tâcher de le faire en résumé. Ouais, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Mine de rien, Ouais. ça fait bientôt 10 ans que je suis en politique. Oh, ok, quand même. Je vais avoir 33 ans bientôt. Donc, Ok. ouais, non, ça fait un petit moment. Donc, je suis mairesse de Longueuil depuis, ça va faire en fait 4 ans cet automne. Ok. Donc, j'ai été élue à l'automne 2021. Ouais. Auparavant, j'étais députée à l'Assemblée nationale du Québec. J'ai représenté la circonscription de Marie-Victorin, donc qui est l'ouest du Longueuil pendant 5 ans à l'Assemblée nationale. J'ai été élue, en fait, j'avais 24 ans. Ouais, c'est très jeune, quand même. Oui, tout à fait. Donc, je suis devenue même la plus jeune députée de l'histoire de l'Assemblée nationale, députée féminine. Ouais, bravo. Puis, avant, j'ai commencé à militer, en fait, quand j'étais au cégep, j'ai commencé à m'impliquer en politique. Donc, de fil en aiguille, moi, j'avais pas prévu faire une carrière politique ou me présenter à des élections dans ma vie. Si tu m'avais demandé en sortant de secondaire, j'aurais vraiment pas anticipé ça. Mais ça s'est fait vraiment au fil de mon engagement assez naturellement, je dirais. Ben oui, c'est ça, parce que je vois souvent que tu as des belles valeurs de féminisme, tu as des belles valeurs aussi de culture. Puis ça se reflète beaucoup par tes discours puis tout ça. Ça vient de où, ça, dans le fond? Ça vient de où ces valeurs-là que tu prônes tous les jours pour continuer ton travail? Ben, c'est drôle parce que autant mon féminisme que mon amour de la culture québécoise, en fait, le fait que je trouve important, par exemple, de promouvoir notre langue française puis d'en prendre soin, ça vient beaucoup de ma grand-mère paternelle. Okay, oui. Donc ma grand-mère, elle me gardait lorsque j'étais petite et ma grand-mère avait élevé ses 3 enfants comme mère monoparentale. Puis évidemment, c'était dans les années 60. Ouais. Effectivement, même quand mon père est né, elle ne pouvait même pas l'amener à l'hôpital toute seule parce qu'elle avait besoin de la signature de son mari. Donc, avant 1964, les femmes ne pouvaient pas demander des soins médicaux pour leurs enfants sans avoir l'approbation de leur mari. Donc, les femmes n'avaient pas des droits comme tels, les femmes mariées. Donc, ça, c'est des choses que ma grand-mère me racontait quand j'étais petite. Je pense que c'est important pour elle de sensibiliser mes cousines et moi à l'importance de revendiquer nos droits, d'être vigilante aussi, puis de savoir d'où on venait également. Donc ça, c'est sûr que ça fait germer des valeurs féministes importantes en moi. Ça a été la même chose pour le Québec. Ma grand-mère me parlait beaucoup justement de l'importance de la langue française. Ma grand-mère était polyglotte, elle prenait des cours d'anglais, d'espagnol, d'allemand, mais elle m'a quand même sensibilisée très jeune à toute notre histoire, puis au fait qu'on s'était quand même battue aussi pour nos droits en tant que francophone. Elle-même, elle avait travaillé à l'époque pour la commission scolaire anglophone de Montréal, puis elle a eu des embûches dans son parcours parce qu'elle était francophone. Puis elle se faisait même mettre à l'écart. Donc, tu sais, elle nous racontait ça pour nous sensibiliser au fait que c'était pas, fallait rien prendre pour acquis. Donc, autant nos droits comme Québécois, comme francophones, que nos droits comme femmes. Puis ça, je trouve que c'est un superbe héritage de ma grand-mère parce que c'est sûr que ça fait germer plusieurs valeurs en moi. Oui, puis je pense que tu me démontres beaucoup en étant une femme inspirante toi-même. Tu sais, je pense que ta grand-mère, ça a été pour toi ton inspiration. Mais pour les jeunes femmes d'aujourd'hui, je pense que maintenant, tu es un peu une femme inspirante. Puis moi aussi, le féminisme, puis les valeurs la revendication des droits des femmes et tout ça, c'est vraiment important pour moi. Parce que de plus en plus qu'on avance dans le temps, je remarque qu'on est un peu sur un escalier en verre, tu sais. Puis que oui, on monte les marches et tout ça, mais ça reste que tout peut s'effondrer, tu sais, avec une élection. C'est fragile. C'est vraiment fragile. Il faut en prendre soin. Comme tu l'as dit, il faut demeurer constamment vigilante. À la guet. Effectivement, parce qu'on est quand même chanceuse, il faut se dire, mais pas chanceuse, dans le sens que c'est pas tombé du ciel, c'est des générations de femmes qui ont lutté, qui se sont battues pour nos droits. Mais de nos jours, au Québec,
du moins, on a des possibilités qui sont très grandes. On n'est pas encore à la pleine égalité, à une entière équité. Clairement qu'il y a encore du chemin à faire. Mais il faut quand même réaliser qu'on a fait plus de chemin qu'ailleurs. Ouais, quand même, vrai. ça, on peut se donner une petite tape dans le dos. C'est vrai. Mais ça s'est fait grâce, en fait, aux générations de femmes qui nous ont précédées. Donc, il faut être reconnaissante. Puis, il faut être à la hauteur aussi de l'héritage qu'elles nous lèguent. Donc, de jamais baisser la garde en ce sens-là. Pour ne pas perdre tout ce qu'elles ont fait comme travail incroyable pour nous permettre d'avoir autant de possibilités aujourd'hui. Les possibilités, les possibilités de briser des plafonds de verre encore. Oui, parce qu'il y en a encore à briser, je pense. Ah, c'est sûr. Ouais. Juste moi, un exemple qui m'est personnel. En fait, il y avait un tournoi d'improvisation. Oui. L'improvisation, ça a toujours été un peu un buzz club. C'est vrai, c'est quand même reconnu un peu pour ça. Ouais. Puis je ne l'ai jamais autant senti qu'en fin de semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Les blagues sexistes qu'il y a eu. Ah ouais? Ouais, ça m'a tellement surprise parce que moi, quand je parle à d'autres femmes qui font de l'improvisation, on a tellement une vision de l'impro que c'est comme on s'exprime, qu'on a la place. C'est libérateur. C'est libérateur. On peut être drôle et tout ça. Mais ça reste que les blagues sexistes, là, je ne vais pas les répéter parce que. Non, ça ne vaut pas la peine de leur exactement. Ils sont tellement pas drôles que non, merci. Que c'est ça encore qui font gagner des points et qui font rire le public. Puis moi, je trouve ça vraiment. C'est tellement venu me choquer. Ça m'a fait réfléchir. Pourquoi encore il y a une espèce de. Les gars sont plus drôles. Puis on est jeunes, c'est l'impro collégiale. Oui. Puis on n'arrête pas de dire qu'on est des féministes, qu'on revendique les droits, tout ça, puis qu'on essaie le fort. Mais pourquoi il y a encore ça? Oui, puis encore, je pense dans les dernières années au Québec, il y a eu l'émergence de quand même plusieurs femmes humoristes, mais ça demeure quand même que dans les grands événements, souvent on va se forcer pour avoir une femme quasiment pour remplir un quota alors qu'il y a plein de femmes drôles, mais on dirait que de façon sociétale, on a tendance à associer l'humour aux hommes, plus au masculin. Tu as raison, il y a encore beaucoup de chemin à faire. C'est un bon exemple, mais je suis curieuse, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une régression dans le sens, est-ce qu'il y a plus de blagues sexistes? Parce que mettons, moi, dans ma perspective, on a quand même une génération de différences. J'avais l'impression qu'on était comme quand même ailleurs maintenant. Oui, puis non. Dans le sens que moi, quand je suis dans mon équipe, il y a plus de gars dans mon équipe, fait que ça fait quand même une différence, mais ça reste qu'il n'y a jamais eu de blagues sexistes avec les gars dans mon équipe. Mais je remarque quand même que quand c'est des gars qui jouent ensemble, des blagues comme ça, juste pour rabaisser ou pour se penser drôle, ils en font encore. Puis, je dirais pas que c'est une régression parce qu'il y en a beaucoup moins qu'avant. Parce que justement, on en parle, puis on a des comités de la CALAC, puis des comités de femmes qui, justement, dénoncent ça. On a aussi des équipes complètement féminines, comme la FIT à Québec, qui est une équipe de filles, puis elles sont, ma foi, incroyables. Ouais. Puis on a aussi Improvocatrice à Montréal. Donc, il y a tout ça qui me dit que non, on n'a pas régressé, mais il y a encore un petit bout de chemin à faire. Parce que moi, je me suis sentie dans un boys club en fin de semaine. Donc, c'est justement un signal pour dire qu'il y a encore place à amélioration, même si on va quand même dans le bon sens avec des nouveaux, des nouvelles institutions, des nouveaux comités, des nouveaux outils, en fait, qui permettent de quand même contribuer à changer les mentalités. Et puis ça, c'est une autre avancée quand même assez majeure qu'on a eu au Québec ces dernières années, avec tout le mouvement, moi aussi, par exemple, agression non dénoncée. C'est tellement des tabous pour lesquels on a enfin eu des discussions de société. Encore là, c'est vraiment pas parfait, loin s'en faut. Mais je pense que les gars se sont tous posé des questions à un moment ou à un autre. Puis ça, c'est quand même un gros gain. Puis je pense qu'ils sont plus ouverts aussi à notre façon de penser, puis à notre façon de ressentir aussi les choses. Puis tantôt, hors des caméras, on discutait d'un de tes amis qui est un grand allié à la cause féministe, et des hommes féministes comme ça. Puis, mais peut-être moins avant. C'est pour ça que je dis que c'est pas... Mais c'est pour ça que moi, je vois une avancée. Faut être conscient des défis qui demeurent, mais quand même s'encourager du chemin qui est parcouru. Ouais, puis c'est ça. Puis il faut continuer ce chemin-là. Moi, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter là. Exactement. Puis un jour, peut-être qu'on va l'atteindre. Oui, mais même là, il va falloir qu'on reste vigilante. Toujours... Puis ça m'amène à un autre sujet. Nous, on a un podcast qui est très basé sur la culture. On en a un petit peu parlé, mais là, j'aimerais ça peut-être plus en discuter.
nous, on remarque là, dans le podcast qu'on est beaucoup en train de parler à des artistes qui sont montréalais ou des gens de Montréal, mais on est très conscient aussi qu'à Longueuil, il y a des talents. À Longueuil, juste à Édouard-Montpetit, il y a des gens qui font des courts-métrages en cinéma, par exemple, qui sont vraiment incroyables. Puis, est-ce que tu as des projets pour pouvoir valoriser des artistes longueuillois à faire leur projet puis à être épanouis là-dedans? Bien, il y a un organisme qui est peut-être un peu méconnu des jeunes, mais pour lequel les jeunes pourraient en fait avoir accès, c'est le Conseil des arts de Longueuil. Je ne connais pas du tout. C'est un organisme qui est notamment financé par la ville de Longueuil, qui appuie les artistes, notamment les artistes émergents, avec des demandes de bourses, par exemple, des subventions, pour que les artistes puissent avoir la possibilité de développer leur projet. Puis, justement, un des critères principaux, c'est d'être à Longueuil. C'est sûr que c'est pas c'est vraiment le cas. Oui, exactement. Donc ça, c'est un des outils qui existent à la disposition et qui est lié à la ville directement. Mais autrement aussi, si on est intéressé, sur le site web de la ville de Longueuil, il y a une adresse courriel pour toutes les offres culturelles. Parce que vous savez, quand on organise des événements à la ville, notamment la piétonisation de la rue Saint-Charles, puis il y a toute une programmation de spectacles qui est mise en place, mais c'est comme ça dans tous les arrondissements aussi de Longueuil surtout pour la période estivale, mais il y a des spectacles dans toutes les saisons. Ça, c'est quand même propice au rassemblement. Mais on a une programmation quand même qui s'étire sur toute l'année. Donc, s'il y a des artistes de Longueuil qui ont des offres à déposer, c'est possible de le faire. L'adresse courriel est facilement accessible sur le site web de la ville. Donc, de même soumettre sa candidature pour faire partie d'une activité ou d'un spectacle, pourquoi pas. Moi, j'invite tout le monde à le faire. Ben, pour vrai, moi, je trouve que déjà ça, c'est une belle initiative. Puis je pense que peut-être que dans notre podcast, ce serait le fun qu'on en ait parlé parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant qu'il y a ça à Longueuil. Puis que oui, tu es peut-être un artiste émergent et tout ça, puis tu habites à Longueuil, puis tu te dis, il y a peut-être pas beaucoup de. Non, tu sais, oui, à Montréal, mais tu as cette opportunité-là d'envoyer ta demande de bourse puis de faire ton projet. C'est vraiment cool. La visibilité. Tu vois, on en parlait aussi un petit peu plus tôt, mais il y a une petite boutique qui a été partie par des jeunes longueuillois qui font des chandails Longueuil un pays, là, notamment. Oui. Mais tu vois, eux, ils ont contacté la ville un peu via ce portail-là avec l'adresse courriel, puis on demandé est-ce qu'on pourrait venir vendre nos objets promotionnels dans les événements de la ville. Puis les gens de l'administration ont dit ben oui, pourquoi pas. Puis ils sont là à la fête nationale, ils sont là dans d'autres événements que la ville organise, comme les marchés saisonniers l'été également. Donc, c'est différent. C'est une porte ouverte qui existe, puis peut-être qu'il faut encourager les gens à saisir. Ouais, puis je trouve ça cool. Moi, ça fait quelques années que je vais au marché de Noël. Je vais à les mutins de Longueuil. On m'avait parlé, qui dansent. Puis une troupe incroyable qui est prête à être connue partout à travers le Québec. Je ne sais pas s'il y a l'équivalent ailleurs. Mais je ne sais pas non plus. Peut-être pour les gens qui nous écoutent préciser, les mutins de Longueuil, c'est une troupe de danse. Je vais te laisser exactement. C'est une troupe de danse folklorique, donc des danses traditionnelles. Qui, dans le fond, sont basés à Longueuil, proche du parc Armarasco. Puis là-dedans, il y a le plus gros costumier au Québec, donc c'est déjà super impressionnant. Puis j'en ai fait partie. C'est incroyable. Les costumes qui ont des danses folkloriques de tous les pays. Il y a aussi de la danse traditionnelle québécoise, c'est génial, mais aussi de tous les pays du monde. C'est des gens de tous les âges, toutes les générations. Autant des jeunes que des grands. Costumes, genre juste pour les costumes, moi, je me revois quand j'étais jeune, j'aurais tellement aimé faire ça, avec les belles robes. Non, moi j'en ai fait pendant 8 ans. Puis j'ai eu un incroyable professeur, Olivier Paré, qui d'ailleurs, lui, promouvoit vraiment ça, la danse traditionnelle québécoise, puis il en parle, puis c'est super intéressant. On a fait un podcast avec lui. C'est ça. Mais pour de vrai, moi, je suis contente qu'il y ait des gens qui sont comme, ils mettent leur pied à terre, qui sont comme, nous aussi, on a des choses à montrer. Puis, tu sais, on est basé à Longueuil. Ils mettent vraiment l'accent sur les mutins de Longueuil. Puis quand ils sont bons, ils sont représentés. Puis c'est juste le fun à voir. Puis de les avoir au marché de Noël, ça leur donne une visibilité comme vraiment cool aussi. Fait que c'est le fun qu'il y ait cette opportunité-là. Oui, non, vraiment. Puis je pense qu'il faut les multiplier. Tu vois, cet été, dans les marchés saisonniers, on va diffuser la radio Longueuil. Donc, FM 103.3. Qui sont basés sur la rue Saint-Jean ici. Juste à côté, coins de rue. Puis ce qui est vraiment une information intéressante, c'est que la radio Longueuil, donc la FM 103.3, c'est la radio communautaire, en fait la radio au Québec qui diffuse le plus de musique québécoise émergente. Pour vrai? Oui.
Ouais, c'est vraiment reconnu pour ça, surtout francophone, mais la musique émergente québécoise, de façon générale, c'est vraiment la radio qui en diffuse le plus largement, donc qui donne une grande place aussi à la relève. Ben oui, parce qu'il y a tellement, tu sais, pour avoir plein d'amis artistes et qui chantent puis qui tentent un peu de lancer leur carrière avec tellement de talent, là, je trouve ça tellement le fun qu'il y ait des opportunités comme ça de passer à la radio ou ma première place des arts ou, tu sais... Ben oui, exact, ça donne de la visibilité, ça donne confiance aussi. Ah non, ça a la confiance. Ouais. Tu vois, moi, c'est drôle parce que mes premières interventions à la radio, je les ai faites aussi au FM 103.3. Je commentais la politique. À ce moment-là, je n'étais pas encore élue, mais je faisais des chroniques justement sur des sujets liés à la politique. Puis ça me... J'étais tellement stressée au départ, mais après, je suis devenue genre, vraiment plus à l'aise. Puis aujourd'hui, je fais des entrevues, ça fait partie de mon quotidien, puis on n'aurait pas cru que la première fois que je suis allée au FM 103.3, là, j'avais ma feuille, puis là, je tremblais. Comme ça, ouais. Exactement. C'est des occasions qui te permettent de justement bâtir ta confiance, puis de développer une solidité aussi là, qui va t'amener ailleurs plus tard. Ben oui, c'est ça. Puis aussi, là, c'est comme un autre sujet, mais toi aussi, tu es une artiste, techniquement une écrivaine. Tu as écrit 3 livres. Oui, écoute. Oui, je vais. Ben, moi, je le rentre dans la catégorie. OK, ben, d'accord, je le prends. Ouais. Ben, pour vrai, j'ai lu un petit peu les résumés et tout ça. Si tu veux en parler un petit peu plus, je trouverais ça vraiment intéressant. Parce que tu as quand même écrit 3 livres. C'est quand même quelque chose qu'on pas tout le monde peut dire dans sa vie. Donc, ben, je te laisse la parole là-dessus. Oui, mais j'ai toujours adoré lire, mais surtout écrire. Ouais. Je pense que j'étais comme au primaire, puis j'avais écrit un petit livre pour dans mes vacances de Noël avec mes parents. Okay. Bon, c'était pas super bon là, au final, là, mais je pense que c'était mignon quand même. Ouais. J'avais genre 11 ans quand j'ai... 11 ou 12 ans quand j'ai... C'était le début. Ouais, c'était le début, mais tu vois déjà que j'ai comme développé ma discipline d'écriture quand même. C'est une 60aine de pages. Une 60aine de... Moi, je pensais peut-être pas écrit en 12, c'était peut-être en 16. Là, mais mais je pensais que tu allais me dire 5 pages. Moi, j'ai non, quand même. 60aine de pages à 11 ans. Après ça, au cégep aussi. En début d'université, j'avais écrit aussi un livre. J'avais envoyé à des maisons d'édition. Il n'avait pas été retenu. J'étais quand même évidemment déçue, mais j'avais vraiment travaillé beaucoup pour ce livre-là. Mais c'est drôle parce qu'il y a une partie de ce livre-là que j'ai réutilisé pour mon vrai premier livre. OK. Quand j'avais 25 ans, c'est très drôle parce que j'ai intégré ça dans mon livre, puis au final, l'éditeur a trouvé ça très bon. J'ai comme c'était pas bon quand j'avais 19 ans, mais là, c'est bon. Ben oui, tu en tout cas, ouais. C'était assez drôle. Fait que non, j'ai décidé d'écrire un livre à 25 ans. Je devais juste être élue comme députée. Puis je m'étais vraiment donné la mission de donner envie à plus de jeunes de s'engager politiquement. Donc, c'est vraiment le sujet de mon premier livre sur l'engagement social et politique. Puis après, à partir de ce livre-là, j'ai fait une grande tournée dans les cégeps, dans les universités, partout à travers le Québec. J'ai visité 39 institutions d'enseignement en 3 mois. J'ai pas chômé, c'est une belle tournée du Québec. Donc, ça, c'est le premier. Par la suite, j'ai écrit un deuxième livre aussi sur mon engagement politique, projet Ambition Québec. J'étais députée à l'époque, je suis devenue députée indépendante. Je voulais expliquer un petit peu ma démarche, ma vision du projet souverainiste au Québec. Puis, mon troisième livre, c'est un collectif aussi. Fait que on était plusieurs à travailler sur ce livre-là. C'est un peu une métaphore, plusieurs métaphores en fait sur le projet d'indépendance Québec. Ah ben là, c'est vraiment cool. Nous, on en parle souvent un petit peu de l'indépendance du Québec dans nos podcasts, parce que je pense que c'est quelque chose qui est dans le cœur de plusieurs de nos invités. Moi, j'ai pas eu la chance encore de lire les livres. C'est dans ma liste de lecture. Genre, je le sais, j'ai regardé. Moi aussi, j'ai une liste de lecture. Oui, c'est ça. Là, en ce moment, je lis du David Goudreau. Je l'ai vu en spectacle, je suis tombée en amour. Fait que j'ai comme. En tout cas, je m'éparpille un peu. Mais est-ce que tu voudrais nous parler un petit peu plus de ton opinion là-dessus ou de qu'est-ce que tu as... un peu, comme je t'ai dit tantôt, pour moi, la culture, la langue, ça a toujours été important. C'est des valeurs importantes. Exactement, importante pour moi. Donc, c'est sûr que le projet d'indépendance Québec, à la base, c'est un peu de donner la place au Québec qui lui revient dans le concert des nations du monde. On a une identité qui nous est propre. Elle vaut autant, comme on parlait avec la danse tantôt, elle vaut autant que les autres identités sur la planète. Donc, conséquemment, on devrait avoir un État qui
qui représente justement cette culture distinctive. J'ai toujours cru que le peuple québécois était maître aussi de pouvoir prendre ses propres décisions sur son destin. Mais aussi, ce qu'il y a de beau dans le projet d'indépendance Québec, c'est que c'est vraiment l'occasion de redéfinir des institutions politiques qui nous sont propres. Est-ce qu'on veut, par exemple, donner plus de pouvoir aux villes? En ce moment, c'est pas possible dans la Constitution du Canada. C'est des choses qui ont quand même des effets quand même très concrets sur comment notre Québec est organisé, puis même au quotidien, comment les enjeux se déploient. Donc, moi, je pense que c'est un projet évidemment très intéressant que j'aurais toujours... après, comment ça se définit aujourd'hui, en 2025, je pense qu'il y aurait plein de débats à y avoir. Moi, je suis assez ouverte. Je pense qu'il peut se matérialiser de différentes façons. Mais je pense que tous ces enjeux-là méritent grandement d'être discutés. Oui, ben moi, je trouve qu'il y a une espèce de renaissance du mouvement chez les jeunes. Je le remarque beaucoup chez mes amis, chez mon entourage. Puis on en parle souvent, puis on est fiers de notre culture. Puis ça, je le remarque, puis ça me rend encore plus fière. C'est encourageant. Oui, sérieusement, ça m'encourage. Puis d'avoir des gens qui sont là, puis qui nous disent que notre culture est tout le temps valide, que nos voisins aux États-Unis ou peu importe ailleurs autour. Tu sais, je trouve ça le fun, puis je trouve que c'est rassembleur. Puis moi, les artistes québécois, tu sais, j'écoute la musique québécoise, je lis des livres québécois, des films québécois, je trouve qu'on a un cinéma qui est incroyable. Vraiment. Fait que moi, j'essaie le plus possible de mettre ça de l'avant. Puis le podcast, d'ailleurs, c'est un des moyens que j'utilise pour pouvoir parler le plus possible. Puis je trouve ça vraiment le fun, comment tu l'exprimes, ton amour pour le Québec, pour Longueuil et tout ça. Parce que c'est un peu comme ça qu'on le voit aussi. Oui. Non, c'est positif, c'est pas rien contre personne. Non, c'est ça. C'est juste l'affirmation de soi. Mais voilà, c'est ça. Fait que je trouve que c'est simple, c'est facile, mais là, est-ce qu'on peut se faire entendre? C'est ça. C'est une richesse à la diversité, mais pour ça, il faut viser justement la diversité, pas l'uniformité. Exactement. Moi, je suis quand même préoccupée par l'américanisation de la culture. Puis, mais je comprends, c'est des grosses machines, puis c'est pas de dire qu'on veut pas non plus de culture américaine, qu'on veut pas d'autres types de culture, mais il faut que la culture québécoise soit soutenue à sa juste valeur, puis elle a une très grande valeur. C'est assez incroyable le nombre de produits culturels qu'on réussit à produire au Québec pour une si petite population. Je sais pas si tu sais, mais on est décrit justement parmi les plus créatifs de la planète. Pour vrai? Oui, en termes d'artistes qui rayonnent versus le nombre de gens qu'on est. Oui, c'est vrai. C'est énorme. On n'en prend pas la pleine mesure. Non, on a tellement de talent, puis comme je trouve que c'est tellement le fun. C'est une de nos grandes forces comme société, en fait. Hey, c'est beau, j'étais même pas au courant de ça. Ça me redonne un peu de... c'est ça. Mais mais c'est vrai que j'ai travaillé à côté. C'est la première fois d'ailleurs que je t'ai vue. J'ai travaillé dans une petite boutique qui s'appelle Kitchalos à Longueuil. Puis je travaillais là, puis là je t'ai vue, puis là j'étais comme je trouvais tellement ça le fun de voir aussi que toi tu t'impliques dans Longueuil, puis que t'es là, puis que t'es une citoyenne. Ben oui, exact. Je fais mes achats locaux aussi. Oui, c'est ça. C'est tellement une belle boutique en plus. Non, c'est tellement cool. C'est cool d'encourager des commerces de proximité. On en a pas tant que c'est comme ça à Longueuil. Oui, c'est ça. Fait que, ben, si tu avais une dernière phrase à dire pour les auditeurs, mettons, du cégep, entre... Oui, mais je trouve que le cégep, c'est vraiment un âge critique. Moi, en tout cas, c'est vraiment là où j'ai l'impression que je me suis comme découverte ou comme épanouie davantage, où j'ai commencé à tracer mon chemin. Donc, je pense que le message que j'aimerais envoyer, c'est de se faire confiance, c'est de suivre notre instinct, notre cœur. Ça t'a cliché, dit comme ça, mais c'est parce que ça nous mène tellement vers les bons endroits. Ben oui, puis on peut aller loin. Là. Exact. Moi, je me suis jamais fermée de barrières. Je me suis souvent fait dire par certains de mes amis, voyons, peut-être que t'en fais un peu trop, là, on est juste au cégep, ou peut-être que tu devrais attendre à faire ma politique plus tard, mais j'ai comme non, c'est maintenant que j'ai le goût de faire cette compétition-là, puis je fonce, puis je pensais pas me présenter en politique à ce moment-là, j'étais juste, regarde, moi, il y en a qui aimaient ça, faire un hobby X, mais moi, mon hobby, c'était de m'impliquer en politique, d'être bénévole dans les événements. Je l'ai fait à fond, puis regardez ce que ça m'a mené, puis au final, une carrière incroyable. Aujourd'hui, je me sens tellement privilégiée de faire ce que je fais, je suis passionnée de mon rôle, je veux faire autre chose aussi dans ma vie que la politique, mais la politique, ça permet de changer les choses très concrètement, mais il y a plein d'autres façons de changer le monde. Mais de suivre quelque chose qui nous transcende, qui nous passionne réellement, ça fait la différence qu'on a l'occasion de faire. Ben merci beaucoup.
Moi, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses. J'ai appris plein de choses. Puis, je m'ai encore mentionné à quel point tu es une inspiration pour nous au podcast, mais je pense encore plus loin au cégep pour toutes les jeunes. J'ai ma collègue ici. C'est vraiment gentil. Écoute, c'est le fait de... Je crois tellement à la jeunesse aussi. Puis pour moi, depuis le jour 1 de mon élection, ça a été comme partie prenante de mon action politique. Puis c'est pour ça que je suis très heureuse de vous rencontrer aujourd'hui. Puis que j'essaie de juste être authentique. Puis de suivre mon cœur. Comme j'ai fait au cégep. On le ressent. Puis merci vraiment beaucoup. C'était vraiment le fun. Je suis vraiment contente. Plaisir partagé. Ouais. Puis tu as pu voir les magnifiques locaux d'Édouard Montpetit. Non, mais vraiment, c'est rétro. Rétro, c'est le mot. Vintage. Ouais. Donc, on va clore ça. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté. J'espère que ça vous a ouvert les yeux sur plein de sujets. Ça vous a fait apprendre des belles choses sur le Québec et sur Longueuil, entre autres. N'oubliez pas que cet été, ils vont encore avoir une rue piétonne. Oui, tout à fait. Elle va même commencer plus tôt cette année. Mais là, je donne un petit coup. Yes. Moi, j'ai hâte à ça. J'aime vraiment ça. C'est vraiment un beau projet. Ouais. Fait que sur ce, à la prochaine!